Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1 Trajectoire de Guy de Maupassant. 1. Quelques éléments de la vie de Guy de Maupassant. 1.1. L'enfance. L'auteur est français. Il est né le 5 août 1850 au château de Miromesnil, près de Tourneville-sur-Arc, à 8 km de Dieppe. https://www.fnac.com.bio. Il connaît auprès de sa mère une vie heureuse et acquiert une connaissance intime de la campagne normande. Malheureusement, dès son bas âge, il assiste aux querelles continuelles qui opposent ses parents, Gustave de Maupassant et Laure de Maupassant. Il est informé des aventures incessantes de son père avec d'autres femmes de la contrée. Le jeune Maupassant était chaque fois envahi par la panique et la terreur quand ses parents, emportés par la rage et peu soucieux du scandale, s'invectivaient, vociféraient des injures. Les parents finissent par divorcer à l'amiable. Le jeune Maupassant a alors 12 ans. Il sera confié à sa mère après le divorce. Toutefois, malgré cet épisode douloureux, il ne partagera pas ses souvenirs pénibles. 1.2. La formation. Maupassant fut d'abord confié par sa mère au maître d'un lycée parisien, puis à un prêtre, le vicaire d'Étretat, monsieur l'abbé Aubourg. Celui-ci tentera de lui inculquer des rudiments du catéchisme et du latin. Plus tard, le futur écrivain est inscrit dans une institution ecclésiastique, le séminaire d'Yvetot. Il en fut exclu pour raison de rationalisme intransigeant et pour des manières peu commodes, contraires aux règles en vigueur dans l'institution de formation. Albert-Marie Schmitt en témoigne en ces termes. Habitué aux franchises d'une existence vagabonde, il y souffre d'une sorte de psychose carcérale. Maupassant cherche des moyens d'évasion. Il en trouve dans la lecture de livres défendus. À M. Schmitt, 1962/14-15. Guy de Maupassant termine enfin ses études au lycée de Rouen. 1.3. La vie sentimentale. Guy de Maupassant ne s'était jamais marié. Découragé par l'expérience négative de ses parents d'abord et la sienne, ses rencontres amoureuses ne lui procurent guère l'assurance d'une union à long terme. Toutefois, on lui reconnaît un vagabondage sexuel à l'issue duquel il a pu avoir 3 enfants. Les biographes de l'auteur sont unanimes sur le fait que la vie sentimentale de l'écrivain est essentiellement une conséquence des traumatismes familiaux. Les conflits incessants des parents, les infidélités du père, l'échec de sa mère, ont fini par lui ôter l'envie de fonder une famille au sens de la morale chrétienne de l'époque. Le souvenir de scènes familiales hanta toujours la mémoire de Maupassant. Plus tard, il connut Mouche, une fille rencontrée au bord de la Seine qu'il prit pour une perle. Mais Mouche n'était qu'une brave gosse qui se donnait à qui la voulait. Le jeune homme fut-il plus profondément déçu qu'il ne le laissa paraître. Sans doute l'échec de sa mère, le sien, lui enlevèrent le goût du mariage. C'est Marilène, 1969/34-35. Il convient de rappeler aussi que Maupassant éprouvait, du point de vue psychologique et du point de vue physique, un complexe devant les femmes. En 1881, il adresse ces mots à Gisèle d'Estoc. « Physiquement je ne me sens pas beau et je n'ai point l'allure ni la tournure qui plaisent aux femmes. Je manque absolument d'élégance. » Defrémy, 1988/2. Il s'agit là d'un témoignage qui illustre bien le malaise qui accompagnera Maupassant tout au long de son existence. 1.4. Le rapport à la notion de Dieu. Toute sa vie, Maupassant n'a eu de cesse de lutter contre Dieu, cet être qu'il considérait comme une pure invention de l'homme, peureux, incapable de dominer vraiment la nature et le monde. Il lui est même arrivé d'affirmer que la Providence ment, triche, vole, trompe. Dieu, monsieur, c'est un massacreur, il lui faut tous les jours des morts. Il en faut de toutes les façons pour mieux s'amuser. À M. Schmitt, 1962/72-73. Produit à cette époque où l'Église catholique est pourvoyeuse incontournable des préceptes de la vie sociale et spirituelle, ces propos constituent un parjure autant qu'ils soulignent l'éloignement de l'auteur par rapport à l'ordre moral établi. Sa vision du monde et sa conception de Dieu sont profondément pessimistes comme il le souligne du reste dans le désespoir philosophique. Cela est dû sans aucun doute à l'influence de ses 2 maîtres, tous athées,
dont l'Allemand Arthur Schopenhauer, 1788 à 1860, et son compatriote Gustave Flaubert, 1821 à 1880. Il a connu les pensées du premier par ses lectures, et le second était un ami d'enfance de sa mère. C'est au fait lui qui a dirigé ses premiers pas dans la poésie et dans l'amour de l'esthétique littéraire. 1.5. Le parcours professionnel. Jeune journaliste, Guy de Maupassant s'engage comme garde mobile en 1870 et assiste à la débâcle, dont il évoquera les scènes dans plusieurs nouvelles. Après 1891, il accepte pour gagner sa vie une place de commis dans un ministère. Il est un observateur attentif de ce milieu de bureaucrates. Il rejoint des jeunes snobs car il est solidement musclé, pratique le canotage et fréquente Guinguette. Il s'amuse au bord de la Seine. Plus tard, l'auteur se consacre essentiellement à l'écriture et gagne sa vie grâce à ses publications. Il vit de sa plume, G. Maupassant 1998/5. 1.6. Le crépuscule. Guy de Maupassant a, selon les biographes, souffert pendant une longue période, 15 ans, de troubles nerveux. Il était tenté par l'idée de la folie qui finit par se déclarer en 1891, après un suicide manqué. Il fut alors interné dans la maison de santé du docteur Blanche, où il mourut le 6 juillet 1893 à seulement 43 ans. Le lendemain de son décès, on l'enterra au cimetière Montparnasse, sans cercueil, à même la terre comme il l'avait souhaité, afin de nourrir la terre après avoir été nourri par celle-ci. Quelques membres de sa famille, ses amis qui lui étaient restés fidèles malgré son état de dément sont présents. On cite notamment un de ses maîtres, Émile Zola qui assiste à son inhumation. Aucune délégation des jeunes, aucun personnage officiel important n'avait daigné se déranger car tous disaient « Ne s'agit-il pas du fou ?» C'est Marlène 1969/32. Le paradoxe de l'existence est que 18 mois plus tôt, l'auteur était célébré, fêté dans tous les salons parisiens grâce à la parution de Bel Amour, Bel Amant. Il a sombré comme un homme sans aucune renommée, un illustre anonyme. Et pourtant, il laisse à littérature une œuvre de grande envergure. 2. L'œuvre. Maupassant est un écrivain classique célèbre, surtout en dehors du pays. Il jouit d'une singulière fortune littéraire. Il est considéré à l'étranger tout comme en France comme « le conteur français par excellence ». G. Flaubert 2005/99. C'est entre 1871 et 1880 que se prépare sa carrière littéraire. Il compose des poèmes. En 1880, il publie Boule de Suif dans les soirées de Médan. À 37 ans, il écrit 3 longs romans, Une vie, Belle Amie et Mont-Oriol. En dehors des contes et nouvelles qui l'ont rendu célèbre, il est l'auteur de pièces de théâtre et d'études sur les écrivains de son temps. Luttant contre la fatigue et la douleur, il écrit le roman Pierre et Jean pendant l'été de 1887. D'autres œuvres disponibles sont La Maison Tellier 1881, Mademoiselle Fifi 1882, Les Contes de la Bécasse 1883, Miss Harriet 1884, Monsieur Parent 1885, Le Horla, une œuvre écrite pendant sa crise de folie. 2.1. L'école littéraire. L'auteur de Le Horla faisait partie d'abord de l'école littéraire appelée le réalisme de Balzac, de Stendhal, mouvement littéraire né vers 1830 et qui a connu son apogée vers 1860. Puis, il fit partie du naturalisme de Zola, de Goncourt, mouvement né dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Et les deux écoles sont nettement différentes. Nous y reviendrons. Le XIXe siècle français et toute l'Europe connaissent des bouleversements non seulement politiques et économiques, mais aussi des renouveaux littéraires et des innovations scientifiques. Sous l'influence du positivisme, terme qui désigne chez Auguste Comte ce qui est utile, réel palpable, par opposition à ce qui est fictif, chimérique ou imaginaire, l'esprit humain ne pouvant atteindre l'essence des choses. Il doit renoncer à l'absolu. Le XVIIIe siècle est un siècle caractérisé par l'athéisme, l'amour de la science et la naissance balbutiante du romantisme. Ce dernier avait déjà pris ses racines dès la fin du XVIIIe siècle en Allemagne avec Goethe, et en France avec Jean-Jacques Rousseau. Le romantisme en Allemagne avait un caractère particulier, celui de peindre l'amour suicidaire dans les textes littéraires.
En guise d'illustration, nous pouvons citer les textes de Jean-Paul Richier, Hölderlin, Heine, Novalis et tant d'autres. Ces auteurs s'attachaient à discerner les correspondances entre l'univers et la pensée. En Angleterre, en revanche, le romantisme privilégiait plus la mélancolie, la malédiction, l'autodestruction auquel répond la haine du conformisme pour échapper au réel. Il s'impose en France dans la première moitié du XIXe siècle grâce à Madame de Staël. En France justement, il s'agit de rompre avec la monotonie du classicisme, dont le mode impersonnel est remis en question, pour privilégier l'inspiration personnelle et le culte du génie. En face du classicisme qui fait de l'impersonnalité un dogme, le romantisme se révèle comme l'expression du moi intérieur dans les œuvres littéraires. En effet, les romantiques ne craignent pas de laisser transparaître leurs émotions dans leurs poèmes et parfois même d'étaler leurs sentiments intimes. Mais l'expression de ces sentiments n'est touchante ni émouvante aux yeux des lecteurs, que parce qu'elle réveille des échos dans les âmes des lecteurs. Les sentiments qu'ils analysent en eux sont... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.